Jérôme Vicente, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à Sciences Po Toulouse et directeur de l'EREPS, le laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Je vous reçois à l'occasion de la publication de Économie des clusters aux éditions La Découverte. Alors, ces fameux clusters, ils visent à regrouper dans une même zone géographique entreprises, recherche et institutions. Et on mise aujourd'hui sur ces clusters pour favoriser l'innovation et la croissance, à l'image évidemment de ce qui se fait dans la Silicon Valley. Première question, est-ce que cette proximité géographique est automatiquement synonyme de compétitivité? C'est moins évident que cela, hein. Alors, effectivement, ce que l'on observe, c'est que d'abord ces clusters s'appuient par essence sur la notion de proximité géographique, mais cette proximité géographique est plutôt une résultante de tout un tas de processus complexes. Alors, dès lors qu'effectivement on observe un effet de masse dans un territoire, cela va favoriser l'innovation, cela va favoriser l'accès à la connaissance et le développement de nouvelles connaissances par les entreprises. Mais néanmoins, la littérature nous montre et l'expérience nous montre que seule cette proximité géographique ne peut suffire. On a un très bon exemple, Sophia Antipolis, qui avait connu dans les années 90, non pas une période de déclin, mais un ralentissement fort de la croissance. On a des auteurs qui nous montrent très bien que toute action publique visant à favoriser cette concentration, cette proximité géographique, va certes d'un côté favoriser l'innovation, mais ces effets positifs risquent d'être contrebalancés par l'augmentation des coûts sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui dans la Silicon Valley, avec des taux très importants de sans-abri à San José au sud de San Francisco et des conflits sociaux très forts aujourd'hui dans la ville de San Francisco liés à ces processus, à ces phénomènes de congestion et d'augmentation des coûts sociaux. Alors, je crois qu'il faut faire attention, il faut être méfiant à l'égard du seul argument de la proximité géographique sur ces clusters. Alors justement, quelles sont les autres formes de proximité, si on peut dire, sur lesquelles il faut miser pour faire d'un cluster un succès? Alors, vous avez tout à fait raison. Si l'on regarde bien le développement, l'émergence de ces clusters, il s'appuie avant tout sur une structuration particulière des liens économiques et sociaux entre les acteurs. Donc justement, on parlera de proximité relationnelle, de proximité sociale entre des acteurs issus de la sphère académique, issus de la sphère industrielle, et donc une certaine porosité entre la science et l'industrie, et une certaine densité relationnelle des acteurs. Donc c'est typiquement le cas de la Silicon Valley depuis les années 40 avec Frédéric Terman ou William Shockley qui ont favorisé justement ces liens entre la science et l'industrie et qui ont brouillé un petit peu les frontières entre la science et le business. Donc je crois que là, on touche vraiment beaucoup plus le cœur des raisons qui permettent à certains clusters de prospérer aujourd'hui en France ou dans le monde. Alors je le disais en introduction, les politiques publiques misent aujourd'hui sur ces clusters, mais vous relevez que les rendements économiques de la dépense publique en faveur des clusters ne sont pas partout à la hauteur des espérances fondées sur cette nouvelle vision des incitations publiques à l'innovation. Alors comment expliquer cette déception ? Alors, au-delà de la déception que certains auteurs révèlent à travers leurs évaluations, il y a un vrai problème d'évaluation aujourd'hui. Parce que selon le critère d'évaluation que l'on va choisir, le niveau de l'emploi, le niveau de création d'entreprise, les brevets, les exportations, la croissance régionale du PIB, on aura toujours plus ou moins des résultats différents. Par ailleurs, identifier le rôle que joue précisément une politique de cluster, alors même qu'elle est insérée dans d'autres politiques macroéconomiques ou industrielles, n'est pas nécessairement facile. Et qui plus est, c'est peut-être le point le plus important, quand bien même, comme c'est le cas en France, je pense, ces politiques de cluster favoriseraient l'innovation, rien ne nous dit que la dépense publique consacrée à ces clusters ne vient pas contrebalancer les effets positifs. Donc je crois qu'en effet, il faut encore être très prudent sur les questions d'évaluation. Il faut continuer néanmoins cette politique en faveur des clusters? Oui, tout à fait, parce qu'on a là enfin, depuis une dizaine d'années pour la France et guère plus pour le reste des pays européens, ou guère moins d'ailleurs, on a là enfin une politique qui joue sur la véritable faiblesse des systèmes régionaux d'innovation en France et en Europe, à savoir une faiblesse, ce qu'on appelle nous les économistes des défaillances de réseau, alors même qu'auparavant les politiques étaient basées sur les défaillances de marché, légitimement le rôle du crédit impôt recherche par exemple, donc des incitations individuelles. Là on va travailler sur des incitations collaboratives. Et donc ces incitations collaboratives vont viser pour l'acteur public à sélectionner un ensemble de collaborations afin de faire émerger ces réseaux, afin de rendre plus poreuses ces fameuses frontières entre la science et l'industrie. Néanmoins, on peut d'ores et déjà mettre une mise en garde. L'acteur public peut être
tenter de réduire le risque associé à la dépense publique en favorisant parfois des réseaux un peu trop conformistes, c'est-à-dire en ne prenant pas le risque peut-être de sélectionner des projets collaboratifs aux frontières de la connaissance. Et alors même que dans la Silicon Valley, on sait très bien que les acteurs eux-mêmes ont tendance à aller chercher ces frontières de la connaissance. Donc je crois que l'acteur public a un rôle majeur à jouer. Je crois également qu'il faut favoriser tous ces lieux où ces frontières peuvent être un petit peu déjouées entre la science et l'industrie. Dernière question, Jérôme Vicent, est-ce que vous auriez un exemple de cluster qui marche hors Silicon Valley ou alors un contre-exemple? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Alors, j'aurais du mal à distribuer des bons points ou des mauvais points. Ce n'est pas le rôle du chercheur. Ce n'est pas le rôle du chercheur, effectivement, même s'il a toujours sa petite idée. On sait qu'il y a des clusters qui fonctionnent bien, l'aéronautique et l'espace à Toulouse, les nanotech à Grenoble ou le numérique en Bretagne. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les questions d'évaluation sont assez difficiles, même si on avance. On est à 10 ans de politique des pôles de compétitivité, donc on commence à avoir un recul nécessaire et on est justement en train d'essayer de travailler avec France Stratégie sur ces questions, avec le consortium Eurolio qui regroupe des labos en France de Grenoble, Saint-Étienne et Toulouse. Et on a bon espoir, d'ici quelques mois ou un an ou deux, d'arriver à bien identifier le rôle qu'a pu jouer l'acteur public de la structuration des réseaux et si, oui ou non, ça a favorisé l'innovation et la compétitivité de nos régions. Alors, réponse dans quelques mois pour voir si cette mécanique complexe des clusters marche. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre, Jérôme Vicent, L'économie des clusters, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci à vous.